Et notre invité politique ce matin, c'est Éric Coquerel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane. Stéphane qui dirige le bureau parisien du journal Ouest France. On commence bien évidemment, Éric Coquerel, par la crise sanitaire et le vaccinodrome au Stade de France, qui est donc lancé ce matin dans votre département. Ce sera le plus grand vaccinodrome de France. Est-ce que c'est un soulagement pour le département de la Seine-Saint-Denis ? Ça peut l'être à une condition, c'est que ça ne soit pas au détriment des centres de proximité et même qu'on renforce les centres de proximité. Pour une bonne raison, c'est que chacun comprendra que c'est parfois compliqué, notamment pour les personnes âgées, justement, qui en Seine-Saint-Denis en plus souffrent beaucoup de la fracture numérique. C'est pour ça qu'on a critiqué le fait qu'on passe par des plateformes type Doctolib et non pas directement. C'est difficile pour des personnes âgées d'aller jusqu'à justement un stade qui est parfois loin d'eux. Donc il faut renforcer les centres de proximité. Je vois mon ami Asdine Taibi, qui est maire de Stein, par exemple, qui en réclame. Il a bien raison. Alors Olivier Véran, juste pour finir là-dessus, il s'est voulu rassurant hier au 13h de TF1. Il a dit que ça ne sera pas concurrent, ça sera complémentaire, ça ne se fera pas au détriment de ces centres de vaccination de proximité. Mais en général, comme M. Véran, je me méfie parce que des fois, une semaine après, il dit des choses différentes. Mais je verrai. Mais par contre, il y a une deuxième chose, à mon avis, absolument nécessaire, c'est que ça permette aussi de changer de stratégie de vaccination. Jusqu'à maintenant, la stratégie de vaccination, ça a été de prioriser, et je peux le comprendre évidemment, les personnes les plus à risque, donc les personnes les plus âgées. Mais il y a un critère qu'on n'a pas du tout pris en compte, qui est la dangerosité de se contaminer, c'est-à-dire les personnes qui sont les plus susceptibles de se contaminer. Par exemple, les enseignants. Par exemple, les gens qui sont ce qu'on appelle en première ligne, et en Seine-Saint-Denis, ils sont nombreux. Et de ce fait, la répartition des vaccins par département s'est fait au détriment de départements populaires comme la Seine-Saint-Denis. On est à peu près à moitié moins de doses de vaccins que la moyenne nationale pour cette raison. Donc nous, ce que nous demandons, j'ai notamment fait une lettre avec mon collègue Stéphane Peu, qui est également député de Saint-Denis, ce que nous demandons, c'est que avec ce vaccinodrome, on change la stratégie et que deviennent prioritaires tous les publics les plus fragiles parce qu'ils prennent le plus de risques d'être contaminés. C'est ce que demande également le président du département de la Seine-Saint-Denis, le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin. Vous êtes d'accord avec eux? Vous êtes sur la même ligne en tout cas? L'enjeu, d'une manière générale, c'est que les populations de Seine-Saint-Denis, qui est un département particulièrement touché, soient effectivement prioritaires et que l'ouverture du Stade de France permette de diffuser massivement la vaccination dans ce département, dans ce territoire qui en a besoin. Dans ce département, je parle de ce département non seulement parce que j'en suis élu, non seulement parce que vous savez que le vaccin renforce les inégalités, c'est déjà un département où il y a beaucoup d'inégalités en termes de services publics, mais c'est aussi pour contrer la maladie. Parce que si des personnes qui vont travailler, prennent le métro tous les jours, vont dans des endroits où on se contamine, vont à l'école, se contaminent, ils en contaminent d'autres. Donc, sur ces demandes que vous venez de formuler, qui paraissent de bon sens, est-ce que vous êtes entendu ? Non, pour l'instant, on n'est pas entendu. Et d'ailleurs, donc on vous a donné aucune assurance. Là, ça me permet de revenir un petit peu globalement sur ce qui se passe. C'est que ce qui vient d'être annoncé marque l'échec du gouvernement. En janvier, ce qui a été annoncé, alors qu'on savait que le variant anglais arrivait, on avait quasiment tous les chiffres, c'était pas de l'objectif de fermer les écoles et de reconfiner le pays de manière encore plus drastique en avril. L'objectif, c'était de tenir. Or là, on arrive à quelle situation ? C'est que M. Véran annonce qu'à la fin du mois, on aura atteint la capacité totale de lits de réanimation. Donc on ne sait pas très bien, quand on atteint la capacité, on ne sait pas très bien si on ne passe pas au-dessus. Et moi j'ai vu, notamment il y a très peu de jours, à l'hôpital Bichat, qui est à la pointe de le combat contre le Covid, des professeurs qui sont très inquiets de ce point de vue-là, et on est à 40 000 contaminations au jour. Donc le pari sanitaire et le pari économique du gouvernement, qui était de ne pas déplacer le plafond des 20 000, qui permettait de continuer l'économie. Et pour continuer l'économie, il faut que vos écoles restent ouvertes pour que les parents puissent travailler. C'est un échec total. Donc maintenant, ce dont il s'agit, j'en viens au sujet, c'est qu'au moins on réussisse ce nouveau déconfinement. Pour l'instant, le gouvernement a eu tout faux. Donc moi, ce que je demande, c'est très pratique. Et j'aimerais bien que M. Véran, quand on le demande avec le groupe France Insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon, nous réponde. C'est qu'on demande, par exemple, que ce mois-ci soit consacré au fait qu'on prépare une rentrée réellement en dédoublant les classes. Moi, je ne crois pas à la situation où tout d'un coup, au mois de mai, tout va être merveilleux, la situation va être éclaircie, etc. Donc il faudrait qu'on dédouble les classes, qu'on n'a pas fait. Il faudrait, pour la deuxième chose, c'est qu'on permette d'isoler davantage les malades. Pour moi, c'est mon dada. C'est-à-dire que j'ai vu que l'OMS avait, de ce point de vue-là, tensé l'Union européenne sur cette capacité. Il faut comprendre que quand vous êtes malade,
même simplement contaminés en Seine-Saint-Denis et ailleurs, on ne vous propose pas d'hébergement pour vous protéger. Donc, vous contaminez des gens, en plus dans des appartements qui sont souvent plus étroits. Donc ça, c'est une deuxième priorité. Créer des lits, on n'en a pas créé en un an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est toujours au même nombre de lits potentiels qu'il y a un an, et puis la licence publique du vaccin, qui me semble absolument prioritaire. On va revenir sur les vaccins, mais juste pour finir sur les mesures qui ont été prises, notamment pour la Seine-Saint-Denis, qui est l'un des départements les plus touchés de France en taux d'incidence. Est-ce que vous dites ces mesures, à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, sont les bonnes dans l'immédiat? Mais elles ne sont pas les bonnes pour préparer le déconfinement. Non, mais dans l'immédiat, pour faire baisser le taux d'incidence dans votre département. Mais on sait très bien, le taux d'incidence va continuer à monter jusqu'à fin avril. Monsieur Véran l'a lui-même annoncé, dans mon département et ailleurs. Il va continuer à monter. Donc là, on limite les dégâts parce que la fermeture des écoles était devenue... Sinon, ce qui se passait si on ne fermait pas les écoles, c'est qu'on n'arrivait pas à saturation à la fin du mois d'avril. On débordait partout dans les hôpitaux avec les conséquences qu'on a. Ça veut dire que dans l'immédiat, c'est ce qu'il fallait faire. Oui, dans l'immédiat, c'est ce qu'il fallait faire, mais on est obligé de le faire parce que ce gouvernement n'a pas anticipé, depuis le premier déconfinement, la situation à venir. Voilà. Mais vous êtes en train de nous promettre l'échec des mesures en vigueur et l'impossibilité de déconfiner à nouveau en mai. En fait. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, le gouvernement compte sur une chose, le vaccin. D'accord ? Je remarque d'ailleurs qu'il annonce... pas sur le reste. C'est pas sur le reste. Sur le reste, il ne nous propose aucune autre alternative. Et moi, je pense que, contrairement à ce qu'il dit, c'est pas une liberté, par exemple, d'être en couvre-feu à partir de 19h, de faire du métro, boulot, dodo. Et on ne va pas pouvoir rester une société en confinement pendant des mois et des mois. Et moi, je pense que... Par contre, vous dites que ça va durer. Ça va durer au-delà du mois d'avril. Moi, en tout cas, j'attends de voir. J'aimerais bien que le vaccin soit le succès annoncé. Mais vous savez comme moi, par exemple, quand vous vaccinez, vous savez aujourd'hui qu'on ne peut pas vous garantir le fait de ne plus contaminer personne. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut vous garantir. Et il faut donc, je crois que le vaccin est la solution. Encore faudrait-il qu'on ouvre à d'autres vaccins. Je pense au vaccin russe, que la France soit enfin favorable à l'ouverture en licence publique du vaccin. Parce qu'aujourd'hui, elle est contre, elle a voté contre au niveau de l'OMC en octobre 2020, c'est ça qu'il faut savoir. M. Macron avait promis qu'il était pour cette option, ils ont voté contre la proposition de l'Afrique du Sud et l'Inde. Et puis, deuxième chose à côté, qu'on mette des mesures d'alternative au confinement. Mais juste sur les vaccins, puisque vous parlez des licences, la France, elle va se lancer dans la production de ces vaccins, en tout cas dans la mise en bouteille de certains vaccins. Bruno Le Maire dit qu'il y aura 250 millions de doses d'ici la fin de l'année qui seront produites en France. Il dit beaucoup de choses, monsieur. On va y venir. Non, mais est-ce que du coup, la licence publique, qu'est-ce que ça changerait si on est capable de produire nos vaccins en France ? Déjà, justement, c'est le terme que vous avez utilisé, vous avez rectifié, c'est très bien. La France ne va pas produire à partir de mercredi des millions de doses de vaccins. Elle va embouteiller des vaccins dont les composantes ont été fabriquées en Allemagne. C'est pas tout à fait la même chose que l'autonomie que nous réclamons. D'accord ? Alors j'ai vu une phrase extraordinaire, je me permets de la citer de Madame Agnès Pannier-Runacher, qui a dit « La crise du Covid a révélé à quel point 30 ans de désindustrialisation du secteur de la pharmacie ont réduit l'outil disponible. » Bravo, mais le problème c'est qu'on continue à faire pareil. Nous, ça fait des années qu'on demande justement une autre politique pour les laboratoires, d'arrêter de donner de l'argent sans contrepartie à Sanofi, qui a reçu 1,5 milliard d'euros d'argent public en 10 ans, tout en supprimant des milliers d'emplois, 13 centres de recherche en France, tout en faisant 240% de bénéfices. Ça fait longtemps, par exemple, qu'on demande au gouvernement, Mme Pannier-Runacher, je lui demandais justement, que par exemple des entreprises à Bobigny comme Peter Surgical, figurez-vous, c'est une entreprise qui fabrique des petites sondes absolument indispensables pour les lits de réanimation. Elle en a fabriqué 4 fois plus pendant la première vague que d'habitude. Et vous savez ce qui est arrivé depuis ? Cette entreprise qui était bénéficiaire a fermé, d'accord ? Les salariés ont été licenciés pour que l'entreprise puisse se réouvrir ailleurs en Inde. Donc ce gouvernement, pour le coup, sur la question de la souveraineté sanitaire, sur la question de la souveraineté du vaccin, pour l'instant, n'a rien fait. Au contraire, il a aggravé les problèmes. Si on veut demain produire enfin un vaccin en France, et c'est quand même incroyable que la patrie Pasteur n'ait pas été capable de le faire, il faut effectivement changer de fond en comble notre stratégie en termes de recherche. Une dernière chose sur les vaccins. On a vu que dans certains centres de vaccination, les doses d'AstraZeneca ne trouvaient pas preneur, faute de volontaires, parce qu'il y a doute, suspicion sur l'innocuité du vaccin. Est-ce que c'est le cas également en Seine-Saint-Denis ? C'est le cas partout. C'est le cas partout. Et vous, quelle est votre position ? Est-ce que vous incitez quand même les gens à vous vacciner en disant il faut y aller ? Ma position, c'est qu'on a intérêt vite à ouvrir à d'autres vaccins pour que les gens aient le choix. Parce que AstraZeneca, les gens ne sont pas responsables. Si un jour on a expliqué qu'il fallait vacciner les moins de 55 ans, et puis après c'est l'inverse, et qu'on révèle quand même des cas
au moins vous savez très bien que le personnel soignant hésite à se faire vacciner. C'est ça la réalité. Oui, c'est une réalité. Oui. En même temps, les cas dont on parle, ils sont ultra minoritaires par rapport au nombre de gens vaccinés. Je ne dis pas le contraire. Non, les effets induits mineurs ne sont pas minoritaires. Mais qu'importe, justement, il y a eu un problème quand on sait en plus que ces vaccins quand même ont eu des phases accélérées de tests. Bon, je veux dire, voilà, c'est la situation. Ça allait trop vite. C'est bien pour ça que je pense qu'il faut très rapidement diversifier l'origine, sans préjugés idéologiques, géostratégiques, etc. Je parle notamment du vaccin russe, mais pas que, et instaurer une licence publique de façon à ce que les gens aient le choix. Je pense qu'on améliorerait les choses. C'est des préjugés idéologiques ou c'est le fait qu'il n'y a pas d'autorisation européenne sur ces vaccins ? Non, oui, mais d'accord, mais les autorisations européennes, c'est une décision politique. C'est le fait qu'on est soumis aux règles du marché, aux règles de l'Union européenne, voilà, et que la France, de ce point de vue-là, a perdu son autonomie. Je vous fais remarquer que Mme Merkel a été beaucoup plus offensive tout de suite vis-à-vis du vaccin russe, par exemple, en termes d'ouverture, que nous ne l'avons fait. Voilà, nous, on est très obéissants au marché, et je pense que dans une situation comme ça, c'est pas le marché qui doit dicter sa loi. C'est des problèmes de capacité de production sur ce vaccin russe qui freinent. Je sais pas, j'en sais rien. Vous trouvez que les capacités de production aujourd'hui, on a des exemples? Vous avez raison, mais le problématique du vaccin russe, du Sputnik, c'est qu'en Russie elle-même, il est très très peu utilisé. Et c'est peut-être probablement qu'il y a un problème de production de ce vaccin. Quand même. Il y a le chinois qui avait été fait. Et encore une fois, je le répète surtout, il y a le fait qu'on vienne à cette licence publique. Macron l'avait annoncé, l'avait promis, et la France est contre. On va parler, et c'est tout aussi important, de la crise économique, de la crise sociale. La crise économique notamment, puisque Bruno Le Maire, ce week-end, a revu les chiffres de la croissance à la baisse, les chiffres du déficit et de la dette à la hausse. La dette qui frôle désormais les 120% du PIB. Va se poser la question du remboursement de cette dette. Comment on fait, Éric Coquerel ? Comment on fait? Déjà, oui, j'ai vu l'interview de M. Le Maire. C'est pas très sympa avec les VRP si je le compare, mais enfin, il est quand même très bonimenteur parce que la situation économique en France, il faut vraiment mettre des lunettes roses pour la voir positive. Aujourd'hui, on a une situation qui est, en termes de perte de PIB par rapport à il y a un an, absolument catastrophique. Et les richesses qui sont perdues, qu'on va continuer à perdre pendant 2 ans, malheureusement, ont des répercussions. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, et je crois que c'est la raison pour laquelle M. Le Maire présente aussi positivement les résultats, c'est que ce gouvernement a refermé complètement la page, le chapitre légèrement ouvert par M. Macron il y a un an d'un autre monde. Voilà, il fallait réfléchir à un autre monde. Et par exemple, qu'on réfléchisse à la question des inégalités. Pourquoi pas, disait-il, même sur la stratégie sanitaire, qu'on nationalise. À l'époque, des gens comme M. Le Maire, des gens comme M. Woerth, président de la Commission des Finances, quand on leur disait que finalement la dette était un poids, ce qu'on agitait souvent pour contraindre les peuples à des politiques de baisse des dépenses publiques, des politiques de réforme structurelle, nous disaient mais chacun sait que la dette on ne la rembourse jamais, qu'elle est perpétuelle. Eux-mêmes l'admettaient. 1 an après, le discours a changé. Bon, donc ça veut dire qu'en fait ils veulent redémarrer l'économie exactement sur les mêmes bases néolibérales que celles qui ont mis le pays dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est ça dont il s'agit. Et pour vous dire sur la dette, il y a une solution pour la dette aujourd'hui, la dette dite Covid, qui est détenue aujourd'hui par la Banque de France, puisque la Banque de France a une délégation de la Banque Centrale Européenne, c'est de l'annuler. Aujourd'hui, cette dette n'est pas détenue par les marchés, elle n'est pas soumise aux contraintes du marché, c'est nous qui la détenons via notre banque centrale. Donc, vous pouvez très bien décider, ça a été fait dans d'autres grandes périodes historiques, que vu les circonstances exceptionnelles, vous annulez cette dette et vous n'en faites pas porter le poids, justement, sur le pays avec ce chantage permanent qu'on fait à la dette. Donc en changeant les traités européens pour pouvoir le faire. Mais on l'a déjà fait. La Banque Centrale Européenne vient elle-même de racheter justement une dette, ce que théoriquement les traités ne permettent pas. Donc de toute façon, les traités ont déjà été, dépassés. Stéphane. On va passer à l'actualité. 3 nuits d'échauffourée à Creil la semaine dernière, avec des policiers attaqués à coups de cocktail Molotov et de mortiers d'artifice. Vous avez Gérald Darmanin et Jean Castex qui sont rendus dans commissariat donc dans l'Oise à Creil hier pour manifester leur soutien indéfectible. Quel est le regard que vous portez sur ce type de situation et sur la situation générale du pays ? La situation générale du pays, elle est très mauvaise, elle est explosive. Est-ce que ces tensions-là, elles sont significatives de ce qui est en train de nous arriver ? Je crois que surtout ces tensions, alors le fait qu'elles se répètent comme ça,
illustre le fait que c'est très dur pour un pays d'être mis en confinement, en couvre-feu, et c'est encore plus dur quand vous vivez dans des situations... pour vous, c'est un rapport directement avec le confinement. Je crois. Ouais. Et il n'y a pas que pour moi, je vais vous faire une confidence. Je parlais, c'est pas lié aux histoires de trafic locaux. Qui était très inquiet. Alors, il peut y avoir en plus des situations de trafic, ça c'est clair. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'initier une proposition de loi à l'Assemblée nationale contre le trafic de drogue, qui est un fléau, qui est le fléau principal, on va dire aujourd'hui, notamment des quartiers populaires, pour les populations qui le subissent, pour les petites mains de la drogue, pour les consommateurs, etc. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une situation aujourd'hui où déjà la vie était vraiment pas simple du fait des inégalités, du fait du manque de services publics, du fait de la déscolarisation, etc., etc. Mais là, c'est clair que la crise ne fait qu'accentuer ça et que ça met une pression terrible. On pourrait avoir d'autres crailles ? J'espère que non, mais oui, c'est possible. La situation... Vous savez, vous ne pouvez pas sans arrêt demander à des gens, j'allais dire, de vivre en métro, boulot, dodo, et puis point barre pendant des mois sans que c'est des répercussions psychologiques, sociales. Et tout le monde le sait, et tout le monde le dit. Donc... c'est pour ça qu'il faut vite trouver des alternatives à la situation que nous vivons aujourd'hui. On va parler de l'actualité à l'Assemblée nationale, marquée notamment cette semaine par ce texte sur la fin de vie qui sera examiné jeudi par les députés. 3000 amendements ont été déposés, dont une immense majorité par des députés LR. Du coup, l'examen du texte, il risque de ne pas pouvoir se faire dans le temps imparti. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites c'est de l'obstruction parlementaire qu'on dénonce, ou vous dites ces députés, ils sont dans leur rôle ? Non, ils sont dans leur rôle, ils ont le droit de le faire, mais je veux dire, il faut entendre raison, quoi. Il y a un débat, on a été plus de 250, je crois, à signer députés de toutes les formations politiques, y compris des Républicains comme M. Reda, à signer une pétition demandant au moins qu'il n'y ait pas d'obstruction, qu'on puisse aller au bout de ce débat. Voilà, moi je crois que nous sommes pour cette proposition de loi qui permet, j'allais dire, à l'être humain d'avoir un libre arbitre, y compris justement sur sa fin de vie. Voilà, c'est le droit à l'euthanasie, pour aller vite. Et on voit bien que c'est quelque chose qui évolue dans la société de manière considérable. Et il serait quand même dommage qu'une poignée de députés, en déposant chacun 400 amendements, c'est ça dont il s'agit, bloque en réalité cette loi. Parce que pour que tout le monde comprenne, une proposition de loi venant d'un groupe, si elle n'est pas votée, adoptée avant une heure fatidique, eh bien elle est annulée. C'est ce qui est recherché. C'est pas une manière de débattre démocratiquement. Donc ce matin, vous leur demandez de retirer ces amendements ? Oui, bien sûr. Ce qui peut-être qu'il faudrait dire aussi, c'est que c'est une poignée de députés. Pourquoi est-ce qu'ils le font ? Parce que probablement ce type de sujet aujourd'hui est mûr, entre guillemets, pour passer dans la société, y compris au Parlement, donc y compris au Sénat. Oui, bien sûr. Il peut y avoir une majorité pour. J'espère d'ailleurs. Et donc on est face à un petit groupe qui décide finalement qui décide de bloquer, de prendre en otage le débat parlementaire. Voilà. On va parler des questions politiques pour terminer. Et Yannick Jadot qui propose donc à l'ensemble de la gauche une réunion dans les 15 jours. La France Insoumise ira à cette réunion, vous l'avez déjà dit. Vous irez avec quel message ? Nous, on veut bien parler de programme, ne nous pose jamais aucun problème. On a écrit, c'est moi qui m'en occupe en l'occurrence pour la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, on a écrit à tous les partis il y a maintenant des semaines pour les rencontrer, pour confronter programme contre programme. Vous avez vu aussi qu'on a fait un comparateur de programmes. Donc ça ne nous pose aucun problème, je parle des partis de gauche. Donc si M. Jadot arrive à faire une réunion, parce que encore faut-il qu'elle ait lieu, j'ai remarqué quand même que il y a certains s'interrogent, notamment dans son camp, en lui disant au nom de quoi il prend cette initiative, puisque pour l'instant, il n'est qu'un candidat à une primaire du camp écologiste. Bon, si M. Jadot arrive à monter cette réunion et qu'on veut parler de programme... Vous avez des doutes sur le fait qu'elle se tienne ? Par contre, je vais vous dire une chose, oui, j'attends de voir. Et la deuxième chose, c'est que ça ne peut pas être lié à quelque chose qui signifierait à l'avance qu'on va être capable de s'entendre sur un dénominateur commun minimal entre des formations qui ont aujourd'hui des clivages importants sur la question économique, malheureusement peut-être aussi sur les questions éthiques. Et voilà, donc nous on attend de voir. Mais si vous n'avez pas la même vision, on met un préalable, je vais vous expliquer lequel. On a fait, face aux attaques du gouvernement, face aux attaques de l'extrême droite, face aux attaques malheureusement, y compris une partie de la droite, sur les questions, par exemple, de Mme Vidal, organisant une chasse aux sorcières sur l'université au nom de l'islamo-gauchisme, sur la question de M. Blanquer, parlant de pente fasciste vis-à-vis d'un syndicat UNEF, qui autorise des groupes de parole en son sein et qui, à partir de là, ne réagit même pas quand il y a une demande de dissolution de ce type de syndicat, ce qui serait quand même absolument incroyable dans une démocratie.
Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne parle même pas des lois liberticides, sécurité globale. Et nous, on veut que la gauche soit capable de réagir ensemble. On a proposé une réunion en mars à tout le monde. Le Parti communiste, le Parti socialiste n'étaient pas venus. Europe Écologie n'a pas voulu signer la déclaration. Nous remettons le couvert. Nous reproposons une réunion ce 7 avril, c'est-à-dire mercredi, avec d'autres organisations, Génération, le NPA. On a fait appel à tout le monde. Et si on n'est pas capable déjà de réagir, j'allais dire dans l'action, sur le minimal, c'est-à-dire sur la défense des libertés publiques, sur notre opposition aux discriminations, aux lois discriminantes, liberticides, très franchement, j'ai un peu du mal à penser après qu'on peut parler programme. Donc, mais voilà, juste, ça va être un test. Qu'on soit bien clair, le préalable, c'est quoi? C'est que les partis de gauche viennent à votre réunion de demain, puisque c'est demain, viennent à votre réunion de demain. C'est pas notre réunion, c'est plusieurs partis qui ont fait cette proposition. On est une dizaine de partis. Et fassent une déclaration commune, c'est ça? Au moins déjà pour commencer, et puis peut-être même des actions. On avait prévu, nous par exemple, une grande initiative pour les libertés avec les associations, les syndicats au printemps. On pourrait peut-être réfléchir à ça. En tout cas, il faut réagir parce que le climat, de ce point de vue-là. Et s'il n'y a pas de réaction demain, vous n'irez pas à la réunion de Yannick Jadot? En tout cas, on va y aller pas à pas. J'espère que mercredi, on sera capable de se réunir et de dire des choses ensemble là-dessus. Vous parlez de clivages importants, est-ce que ce sont des clivages rédhibitoires aujourd'hui? Est-ce que vous faites le constat que de toute façon c'est foutu, il n'y aura pas d'alliance à gauche, point? Au premier tour, très franchement, je pense qu'il y aura donc chacun ira dans son coin. Une candidature d'accommodement avec le système, voilà, pour aller vite la suite de Hollande, peut-être avec quelques variantes, mais qui ne remet pas en question fondamentalement, par exemple, le discours sur la dette, le discours sur l'Union européenne, sur les traités européens, etc. Et puis une candidature qui depuis 2017 est quand même majoritaire à gauche, c'est-à-dire celle de la rupture avec Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'on arrivera à ça. Par contre, ce qui n'est pas joué, c'est... Du coup, est-ce qu'il y aura un strapontin pour la gauche au deuxième tour? Voilà, vous pensez c'est les différentes forces. Ça, c'est pas joué. Par exemple, donc c'est encore possible d'avoir Jean-Luc Mélenchon au second tour pour vous? Il est encore possible que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour, même s'il y a division? On part pour gouverner le pays. Toutes les mesures que je vous ai annoncées tout à l'heure d'alternative au confinement, on espère bien un jour les mettre en application. Enfin, j'espère pas par rapport au Covid, on aura passé la chose, mais on espère montrer que notre efficacité pour gouverner le pays dans le sens d'une politique à la fois écologique, de la 6e République, du partage des richesses, parce que c'est à mon avis la seule solution pour gagner cette élection. Et c'est la seule solution pour sortir le pays de l'ornière. Et merci beaucoup. Merci Éric Coquerel d'avoir été notre invité ce matin. Merci.